aux 2 années particulièrement éprouvantes que nous venons de vivre. Mais ce thème a pourtant été choisi avant toute infiltration virale dans notre quotidien. Le XIIIe et son histoire, les spécificités de ses fondements, nous avaient tout naturellement conduits à réfléchir à ce qui fait continuité et discontinuité dans nos pratiques théorico-cliniques, l'écoute de nos patients, nos échanges. De même qu'à penser à ce qui fait transmission, ce qui se perd, ce qui reste, ce qui se transforme et comment. L'invention du secteur est en soi une invitation à la continuité, en dépit des attaques de la discontinuité psychique de certains patients, associant souvent psychopathologie sévère et contextes familiaux défavorables. Le livre qui vient de paraître, dirigé par Serge Gauthier et Bernard Durand, consacré à l'œuvre de Philippe Pomel, en fait de formidables récits. Cette histoire s'accompagne aussi d'une volonté fortement affichée de réflexion permanente, chemin faisant, sur des pratiques en train de s'inventer, l'évolution et l'histoire des concepts, l'évaluation de nos techniques et une critique interne continue sur l'ambition de nos perspectives thérapeutiques. C'est ainsi que l'enregistrement vidéoscopé a très vite été utilisé comme médium de partage, préféré aux présentations de malades, devenues désuètes, voire un peu déshumanisantes, le dispositif de la vidéo permettant de respecter le colloque singulier de la rencontre propre à la psychanalyse. La psychiatrie et la psychanalyse de l'enfant, quant à elle, discipline encore récente à l'époque, mais peut-être encore toujours aujourd'hui, confiée d'une certaine façon par Freud lui-même à ses successeurs et notamment à sa fille, avaient elles aussi à trouver leurs assises. Serge Lebovici, vite rejoint par René Dietkin, trouvèrent là une formidable occasion de mettre en œuvre une psychiatrie de l'enfant dans un territoire donné, tissant ses liens privilégiés avec d'autres professionnels de l'enfance, théorisés dans la perspective psychanalytique, hérités d'Anna Freud et de Mélanie Klein, qu'ils se proposèrent de mettre au travail dans une direction qu'ils allaient infléchir à leur façon. La transmission est donc intimement liée aux découvertes et aux approfondissements de la clinique, de la théorie et de la technique. Elle permet un partage et un tissage d'expériences avec les acteurs du centre, Alfred Binet, les enseignants des écoles du quartier, les médecins du corps, ce dont la présence d'Arnold Munich à cette journée témoigne, qui, avec Béatrice Shields, poursuit une longue collaboration débutée avec Lisa Rézaré. Cette transmission se tourne d'emblée vers un large public. Il se passait quelque chose de nouveau dans le XIIIe. On en parlait, cela se savait, au-delà du milieu confidentiel des psychanalystes et des psychiatres d'enfants. Le livre de Janine Simon, qui nous a quittés il y a quelques semaines, en est un puissant témoignage, puisqu'il est l'aboutissement de longues réflexions communes approfondies à partir d'un cas, et ce, durant plusieurs années, inaugurant par ailleurs la section enfants de la collection du Fil Rouge au PUF. La continuité est dès lors et demeure une sorte de principe cardinal au centre Alfred Binet. Les propositions thérapeutiques sont par essence sans durée déterminée. Et de fait, les patients traités sur de longues évolutions. Les questions pronostiques, les remaniements à travers les âges, les événements du cours de la vie, leurs divers après-coups font l'objet de réflexions communes entre adultes et enfants. Continuité, discontinuité, transmission nous semblent devoir être étroitement articulées. Leur déclinaison, nous le verrons au cours de la journée, prend de multiples formes dans une institution comme la nôtre, où l'on pourrait dire que transmettre, poursuivre nos approfondissements, malgré les attaques de la discontinuité, fait feu de tout bois. Elle trouve sa place naturellement dans les supervisions, les séminaires, dans la pratique du psychodrame, au quotidien dans les réunions d'équipe et dans les institutions. S'y déploie une continuité institutionnelle et générationnelle, marquée par l'esprit des lieux, une mémoire, une identité, une tradition, un certain militantisme, faite de mouvements identificatoires aux fondateurs, implicites et explicites, savant mélange de réceptivité et de capacité négative au sens où l'entend bien.
Les chemins, comme les trébuchements des processus et de la dynamique de la transmission, constituent une thématique centrale de la psychanalyse. Comment découvrir une pensée, se l'approprier et en faire du nouveau, au prix d'un travail continu de deuil qui nous confronte à l'incréable d'André Green. La solitude de nos métiers nous impose de penser ensemble tout en luttant contre une chronicité mortifère. La pensée actuelle, très contemporaine, où la pensée, la complexité sont attaquées, les circuits courts préférés, l'innovation, l'exigence d'efficacité et la fascination technique au diapason fait bien peu de cas des patients les plus difficiles, pour lesquels les réflexions n'en sont que plus nécessaires et que seule l'élaboration d'une équipe pluridisciplinaire permet d'en soutenir la continuité d'investissement. Apprendre, transmettre, sont des processus longs et parsemés d'embûches, faits de renoncement à l'immédiateté du plaisir corporel ou de la réalisation hallucinatoire au profit de la représentation d'un objet qui tend toujours à se dérober. Je cite René Dietkin. La construction de savoir implique des interactions humaines multiples, où la temporalité primordiale, invitant à une mise en récit, en fiction, est faite d'identification, de projection, d'idéalisation, de scansion. La médicalisation de l'échec scolaire, qui nous concerne beaucoup au centre Alfred Binet, et de prescription de psychotropes à visée normalisante. Qu'est-ce que je raconte ? La médicalisation de l'échec scolaire ouvre d'ailleurs ses portes à un marché de soutien scolaire et de prescription de psychotropes à visée normalisante. On doit s'interroger sur la prédominance de certaines conceptions neuropsychologiques dans lesquelles les difficultés deviennent des troubles purement cognitifs, décontextualisés d'un environnement et d'une histoire qui leur donne sens. Si l'origine en est neurodéveloppementale, chaque individu se trouve rendu, de fait, responsable de lui-même, affranchi de ses liens interpersonnels, mouvement de déresponsabilisation, réductionnisme neuropsychologisant, évitant de penser sa propre conflictualité, de questionner sa relation aux autres, conduisant à l'illusion de solutions immédiates. Il nous semblait donc important de réfléchir aujourd'hui à ces questions qui invitent à un retour sur le passé, mais surtout à un regard sur ce qui nous traverse dans l'actuel. Et nous ne croyions à l'époque pas si bien dire, puisque la pandémie de Covid a mis à l'épreuve nos assises, nous faisant craindre le risque que tout cet édifice puisse être balayé d'un trait. Du moins, on pouvait être traversé par ce genre d'idées. Au centre Alfred Binet, comme ailleurs, il a fallu trouver le moyen de résister et de maintenir le cap, et je profite ici de la tribune qui m'est donnée pour remercier tous et chacun d'avoir tenu bon au cœur de la tempête, face à une réalité qui ne peut être totalement mise de côté, une situation où il devient difficile de savoir ce qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, au risque d'une menace de collapse utopique, je cite Janin. J'ai eu une petite phrase de Camus dans le mythe de Sisyphe qui m'est venue à ce propos. L'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. On peut se demander si on n'a pas été plongé dans quelque chose comme ça. Il semble que les places et fonctions aient été bien intériorisées et que nos institutions se soient révélées suffisamment solides, puisque bien que dépossédés des lieux familiers, des rituels et de la convivialité qui nous réunissent habituellement, tous ont trouvé à poursuivre ensemble dans un suffisamment commun à faire exister le centre et ses institutions pour nos patients et leurs familles. J'ai parfois pensé que nous étions dans la situation exactement inverse de nos fondateurs dans la cuisine de la rue Charles-Moureux, séparés par un drap pour assurer un minimum de confidentialité, puisqu'au lieu de bâtir dans l'adversité, nous nous retrouvions sans plus grand-chose à quoi nous retenir après tant de savoir accumulé en 6 décennies. Dans cette perte de repères, trouver une continuité d'investissement dans une telle discontinuité nous renvoyait bien à ce qui nous avait été transmis et au vivant de notre grand groupe, à la permanence des liens dans les équipes. L'institution permet à chacun de trouver ses positions habituelles, permet de s'adosser, de trouver un tiers dans le face-à-face brutal avec les angoisses de nos patients et celles qui pouvaient nous traverser.
Alors, pour en venir, comme l'annonçait Jacques, à quelque chose de, disons, d'une histoire clinique, et quelques mots pour poser quelques jalons théoriques que cette histoire, je pense, illustrera. Je dirais que continuité, discontinuité, transmission constituent un triptyque indissociable. L'articulation du premier couple, continuité, discontinuité, dépend du troisième terme, la transmission. Transmission qui permet de dépasser une opposition binaire où la discontinuité serait le négatif de la continuité. Se pose alors la question de leur réversibilité ou de leur conjugaison à travers le caractère nécessairement traumatique de la mise en place du circuit pulsionnel, le processus d'après-coup, le biphasisme de la sexualité infantile et les remaniements qu'il impose à l'adolescence. Bien que la vie soit rythmée par la reproduction et la mort des individus et la continuité des espèces, il ne s'agit pas là de principes organisateurs, mais plutôt du résultat d'activités, d'équilibres et de déséquilibres infiniment compliqués. La libido lie l'auto-érotisme à la construction de l'objet, la sexualité infantile aux contradictions du psychisme tout au long de la vie. L'intrication libidinale avec les pulsions destructrices permet d'appréhender les transformations du discours, du dessein de l'enfant en consultation, l'automatisme de répétition de situer ce qui s'y joue dans l'enchaînement de l'histoire de l'enfant, de ses parents, d'y entrevoir les expériences primaires qui s'y répètent. Les changements qualitatifs dans le registre économique, la fonction liante de la symbolisation permet de dégager l'enfant de la compulsion de répétition, du moins de tenter d'y parvenir, les mouvements d'investissement, désinvestissement, une rêverie qui s'intériorise. Alors, je vais en venir à l'histoire de Sophie. Sophie est un bébé trop sage. Je vais vous raconter de façon un peu ramassée les choses. Donc, elle est un bébé de 13 mois quand elle arrive, mais il y a un assez long traitement qui se met en place de consultation thérapeutique. Donc, je vous la raconte telle que je l'ai sentie la première fois comme un bébé trop sage, mais après, vous allez bien voir que c'est plus un bébé parce qu'elle fait des choses qu'un bébé ne peut pas encore faire. Alors que ses parents font ma connaissance, racontent leur histoire, Sophie explore les jeux à sa disposition dans le bureau, à distance, laissant ses parents tout à leur récit, ne semblant pas entendre ce qui se dit, menant son bonhomme de chemin dans une autonomie qui me surprend, mais semble familière à ses parents. Lors de notre rencontre, les tensions sont manifestes pour ces trois-là, mais les parents s'accordent pour exprimer que c'est venu très vite et que Sophie revient de loin. Trop vite, de loin, j'entends les fractions, la mise en déséquilibre d'une situation fragilisée, du lointain qui se trouverait interrogé. Très émue, tout à sa douleur, et bien loin des jeux que Sophie organise dans son coin, la mère raconte la perte de leur chien, qui s'est laissé dépérir pendant la grossesse, comme si un bébé chassait l'autre. Je pense à d'autres deuils, du lointain, actualisés par l'arrivée de cet enfant, tout comme par notre rencontre. Le père, lui, observe à distance ce théâtre émotionnel, se présente comme celui qui m'amène la mère et l'enfant, mais ne se montre pas touché. Réprimant ses affects, tout est lisse, tout glisse. Petit satellite d'une mère qu'il a peu identifié, les différences entre Sophie et sa mère restent au premier plan. La séduction narcissique de Racamier, ciment et moteur de l'unisson postnatale, ne semble pas avoir opéré. Cet enfant n'est pas celui des rêveries maternelles, enfant merveilleux, enfant de la nuit. Trop fixée à ses blessures narcissiques, cette mère n'a sans doute pu se laisser séduire, consoler, supporter le poids de la déception et se laisser aller à un courant de découverte et de tendresse. Les parents de Sophie ne semblent pouvoir se protéger des scènes qu'ils vivent, comme intrusion permanente, qui les attaquent, réveillant des fantasmes de rapt d'enfants, empêchés dans leur fonction parentale, discrédités dès que la réalité rencontre leur fragilité. Bousculés par les événements, ce qu'ils traversent les renvoie perpétuellement à leur théâtre interne, qui s'est trouvé actualisé par la naissance de Sophie. Les déceptions répétées vis-à-vis de leurs imagos idéalisés. Incapacité d'investir l'avenir qui va de pair avec le non-investissement par le sujet de sa propre histoire, effet direct, probable, du moins c'est ce que je me dis, des processus de clivage.
J'entends un mouvement très projectif des parents à l'égard de leur enfant comme de leur entourage. La nourrice a le masque d'une sorcière, source de toutes leurs plaintes. Les échos entre les scènes rapportées et celles auxquelles j'assiste en consultation me saisissent, mais il est difficile d'en dire encore quelque chose sans que les parents se sentent trop attaqués. Le bébé prend parfois le masque cauchemardesque d'un anti-idéal du moi qui pousse à nier les difficultés et à rejeter l'aide qui est disponible. Je m'identifie à cette petite fille laissée seule à ses activités et vais reprendre par quelques mots prudents son jeu. Il a faim, le bébé. Sophie le nourrit bien. Ces simples mots permettent un moment de suspens. Les parents sont très surpris, s'interrogent. C'est incroyable. On dirait qu'elle comprend que l'on parle d'elle, dit son père. Dans nos consultations, il nous faut entreprendre un patient et délicat travail de réception, de motions contraires, recevoir le transfert de chaque partenaire de la famille, brutalement élargi, s'offrir comme objet à investir, je vais y revenir. Objet malléable que la destructivité ne peut dévaster et assurer une continuité pour favoriser que d'autres émotions se fassent jour. Notre contre-transfert est mis à rude épreuve face aux vœux mortifères en regard d'une identification à un bébé vulnérable. Il faut pouvoir faire jouer notre capacité négative, tolérer d'être un terreau d'expérience partagée qui permettra, dans les bons cas, que se fassent jour de meilleurs liens. Alors, je vais peut-être me dépêcher un peu. Je vais devoir en lâcher et en venir à la scène que je voulais vous raconter. Je l'écrirai, vous pourrez lire l'histoire. En quelques mots, je pressens depuis un bon moment une violence contenue et très importante, une scène de ménage qui se déplace entre les parents, de plus en plus, alors qu'ils commencent à pouvoir investir un peu plus de mouvements identificatoires à l'égard de leur fille. Et dans une de ces consultations-là, le père va pouvoir se mettre à parler un peu de son père. Un père terrible, un père violent. Mais il n'en dira pas beaucoup plus. Mais enfin, il commence à l'évoquer. Il commence à l'évoquer et dans le même mouvement se met à beaucoup accuser sa femme de son laxisme, du plaisir qu'elle commence à prendre enfin avec Sophie. Et voilà. Et donc, on en est là du travail après de pas mal de consultations. Et donc cette violence mal contenue, que je pressens depuis quelques séances, va prendre une tournure particulière dans une scène que je vous raconte. Alors que j'arrive au centre, pour les recevoir. C'est le matin, c'est le premier patient du matin. J'assiste de loin à une brutale altercation entre le père de Sophie et un inconnu dans la rue. Les deux hommes en viennent aux mains et conduisent un collègue de Binet à intervenir pour les séparer. Les agents d'accueil du centre sont bousculés, tout le monde en parle. Nous sommes à la porte. Le contenant, tout comme le processus des consultations, me semble être interrogé. Il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement et qui arrive à la porte du centre, juste avant la consultation. Ils ne m'ont pas vu. Moi, je les ai vus. Quand je les retrouve, pour notre séance, pas un mot n'est évoqué de cette scène, dont l'intensité, évidemment, me trouble, me bouscule encore. Sophie et ses parents s'apprêtent à démarrer notre échange sans un mot à ce propos. Et je m'interroge sur ce que je vais faire. Il est bien difficile de ne rien en dire, mais je choisis d'attendre un moment propice. C'est Sophie qui va m'en donner l'occasion. Elle se saisit pour la première fois des animaux de la boîte de jeu qui n'avaient jusque-là pas du tout retenu son attention. Elle installe d'un côté les méchants et de l'autre les gentils et démarre une bataille. Elle prend le lion qui se rue sur les autres en faisant croire. Je dis que le lion rugit. Il est bien en colère aujourd'hui.
Et nous poursuivons notre jeu sous les yeux médusés des parents. Le lion ne peut s'interrompre, blesse une girafe, qu'il entreprend de soigner. Mais le lion l'attaque à nouveau, ne peut s'arrêter. Puis Sophie prend les barrières et met le lion en prison. Je dis, ça suffit le lion. Interloquée par le jeu qui se déroule sous leurs yeux, la mère, encore sous le choc de leur arrivée, dénonce alors avec force l'attitude de son compagnon. Celui-ci va reprendre à son compte ce qui va agir comme une interprétation de sa fille. Le lion qui rugit. Après avoir fait un récit de la scène qui a eu lieu quelques instants plus tôt, le père reprend alors le cours de sa propre histoire d'enfant. Ce père rugissant sur la famille, sa mère soumise à cette terreur, sa sœur tétanisée par l'angoisse. Lui s'en serait sorti, le père, par sa réussite scolaire, mais rapporte une crainte encore très actuelle de représailles. Il évoque sa crainte de s'identifier à ce père violent et autoritaire, perçoit son mouvement qui cherche à s'en écarter, radicalement, désespérément. Dans tout ce récit, la nuit prend une grande importance, on y est abusé, battu, il faut prendre la fuite, s'exfiltrer. Le père de Sophie a fait le choix de la rupture. Tout quitter, adopter une vie d'artiste, sans contrainte. Mais depuis la naissance de sa fille, ils se sont rattrapés par une colère insidieuse, insistante, le lion qui rugit à l'intérieur de lui. Tout lui est devenu insupportable. Il se sent pris au piège dans un environnement hostile, fait d'échanges violents. Tout ce qui s'est accumulé pourrait sortir tout à coup, dit-il. J'entends un homme douloureux qui parle pour la première fois de son histoire et fait des liens avec la naissance de son bébé. Un homme blessé, un enfant en rage, et dont le père rugit encore près de lui. C'est aussi la rage à l'égard de la mère de Sophie, soumise, se laissant faire par son bébé qui l'atteint. En regard des limites dont sa fille aurait besoin, le père se met activement en retrait, ne pouvant jouer un rôle tiers, ne portant secours ni à la mère ni à l'enfant, laissant seul et démuni. Déjà dans le chemin vers le centre, déjà dans la rue, le travail de la consultation produit ses effets de réaménagement. Chez ce père aux assises fragiles, cela se met en mouvement, cela se met à rugir à l'approche. Le lion est à la porte de Binet. Confrontés de façon effractive et imprévue au retour de leur enfance, mobilisés par leurs objets internes, par le processus des consultations, cette crise dans la rue constitue, me semble-t-il, une forme d'actualisation où le père paraît possédé par un père maltraitant, hurlant et déchaînant sa violence, en vient aux mains, dans un climat de rapproché incestuel, une violence fondamentale qui précède l'Oedipe. Alors que l'enfant est en train de jouer, les discontinuités entre leur vie et leur enfance, leurs difficultés à s'ancrer dans le sexuel infantile, font après coup, amenant la figure du père terrifiante où la tiercéité est défaillante. Toute crise témoigne d'une conflictualité actuelle, du moi dans ses rapports avec lui-même et avec ses objets, un changement du régime de fonctionnement objectal et narcissique. Elle exige, elle oblige, elle contraint à un réaménagement et entraîne un état d'incertitude, d'indécidable, un certain flottement, mais constitue aussi un moment d'ouverture dans la vie psychique. Là où les cartes de l'objectivité sont redistribuées, où règne un certain degré de déliaison, une place est à saisir, se proposer comme objet à investir, prendre le relais d'une objectabilité possible, à même de remettre en route une certaine circulation libidinale et une activité de pensée. Le jeu du lion qui rugit, initié par Sophie, et que je poursuis avec elle, c'est sans doute prêté comme objet relais, selon le terme de Vassilis Kapsambélis, permettant à son père de trouver le chemin pour réinvestir ses objets. Ses parents sont mis, en quelque sorte, au travail par l'enfant, l'élaboration des fantasmes sadiques permettant à Sophie de sortir à son tour de l'emprise. D'où l'importance de la dimension économique dont l'enjeu est dominant pour l'engagement de la relation thérapeutique, inscrivant l'échange dans l'actualité de la vie de ses parents avec leurs objets et par la suite l'essence déployée des oppositions plus qualitatives, l'ouverture d'une dimension d'historicité. Entre continuité et discontinuité, la capacité du moi désigne ce qu'il est à même d'héberger, de recouvrir et de travailler, selon deux registres essentiels. La capacité de fantasmer, de se représenter et de rêver d'une part, la capacité de s'endeuiller d'autre part. Sophie refuse désormais d'être ce bébé seul et délaissé.
Mais elle est maintenant débordée par l'excitation conflictuelle qui l'entoure, sollicitant un effort économique de ma part que le fonctionnement parental requiert. L'étayage de la consultation la soutient et lui permet de prendre ses distances, reprendre le cours de son jeu, où elle met en représentation ce qui se déploie à l'abri de la scène de ménage. Cet espace tiers est investi comme un contenant où Sophie et ses parents peuvent se restaurer, la dynamique familiale trouvée à se réorganiser. La suite de ce traitement laissera place à une circulation plus vivante, dégagée d'une pure répétition mortifère, qui favorisera le redéploiement des identifications secondaires, le développement de la symbolisation. Le lion est apaisé, mais les pensées sauvages n'ont pas dit leur dernier mot. Il reste du chemin à parcourir et toute une journée à passer ensemble. Je vous remercie.